Bonjour tout le monde, on est de retour avec nos manteaux quasiment d'hiver, n'est-ce pas? C'est presque ça, hein? Une petite doudoune là, automnale. Exactement, on laisse les gens arriver. On a mis en passant nos manteaux de cube que, ben là, vous lisez dupe peut-être, parce qu'évidemment, on est à l'envers. Puis ça, c'est la belle technologie des téléphones, c'est que malheureusement, il n'y a pas de façon d'inverser ça pour que j'aie l'air d'avoir du bon bord. Et si oui, donnez-moi le truc, s'il vous plaît. Mais bref, ça, je ne sais pas. Alors, on a mis nos manteaux de cube Germain parce que on veut souligner, évidemment, le deuxième anniversaire. Voilà, la radio Cube, hein, sur laquelle on anime, toi et moi, tous les samedis matins à 10h, l'émission Le Guide de l'Auto. Donc, un peu plus de 90 émissions qu'on a animées ensemble sur Cube Radio. Mais cette semaine, c'était le deuxième anniversaire de la radio numérique. Exactement, et je veux souligner que cette semaine, on aura en entrevue la très charmante Karine Vanasse, qui est nouvellement... ambassadrice du Nissan Rogue. Je m'en allais dire porte-parole, non, c'est ambassadrice. Oui, voilà. Parce qu'il y a une grande différence légale entre être un ambassadeur et un porte-parole. Et on nous a laissé savoir que Karine Vanasse, elle était ambassadrice, et on va lui poser quelques questions, mais je pense pas que c'est avec elle qu'on va avoir tous les détails de la nouvelle Z. Non, c'est ça, exactement. Alors, on va parler avec Karine Vanasse. On vous invite évidemment à écouter l'émission. Et tu as toi-même conduit, hein, le Nissan Rogue de nouvelle génération, donc tout ça va bien boucler la boucle. Oui, exactement. Alors, vous pourrez écouter ça samedi 10h ou évidemment télécharger le podcast sur le site de Cube Radio dans la section Guide de l'auto. Germain, on va commencer. Il y a déjà 108 personnes avec nous autres. Donald Gravel, Yannick Bolduc, merci d'être là. Marc Marceau qui me dit félicitations. Bien, merci. François Dagenet, Rémi. Pascal qui me dit bravo pour ton trophée, on y reviendra un petit peu plus tard. Oui. On va commencer avec ta question du jour, mon cher Germain. Oui, donc quelle est la seule voiture japonaise à avoir été vendue à l'encan pour 7 chiffres, donc un montant de 7 chiffres? Il y a un seul modèle japonais qui a été vendu pour une somme qui a atteint 7 chiffres. Écrivez la marque et le modèle en commentaire. On vous donne la réponse à la fin. Donc, on parle de plus de 999 999 $. Oui, voilà. Et, je l'ai calculé sur mon boulier et effectivement, c'est ça. C'est comme ça, hein? OK, parfait. Puis là, il y en a un qui me dit, sais-tu quand est-ce que tu remises ta grosse brune? Oui, immédiatement après cet épisode. Oui, parce qu'on doit se trouver un endroit un petit peu plus illuminé et un peu plus chauffé. Il y en a qui aiment ça, le manteau Dup Radio. ça fait partie des joies du visage inversé. Oui. Écoutez, si vous avez la solution ultime pour me faire... Une change d'un visage symétrique, hein, ça aurait l'air fou. Mais si vous avez la solution, là, parce que ça existe. Une chance que tu n'as pas dit que tu étais aussi beau de la gauche que de la droite, là. Je ne serais pas allé jusque-là. Okay. Jamais. Ça me connaît mal. On a déjà des bonnes réponses, mais on y reviendra plus tard. Merci pour les étoiles, c'est gentil. Olivier Blot qui a la bonne réponse. Bref, on en a beaucoup. Je m'en allais où avec mes skis, moi, là? Oui, Dup Radio. Dup Radio, voilà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, pourquoi on a tous les deux nos manteaux de Cube Radio? C'est pour souligner les 2 ans de Cube Radio qui avait lieu cette semaine. Mais aussi parce qu'il fait fret. Il y a ça aussi. Puis voilà. Non, je n'ai pas, par souci d'écologie, je n'ai pas démarré la grosse brune pour nous offrir du chauffage. Non. Et effectivement, à la fin de cette émission, la grosse brune ira se reposer pour l'hiver dans le garage. Mais nous, on ne se reposera pas. Non, nous, on ne se reposera pas. C'est-à-dire que le prochain live qu'on va faire dans 2 semaines, ça ne sera malheureusement pas la semaine prochaine, mais celui qu'on va faire dans 2 semaines, ça sera en direct de la même voiture que vous voyez présentement, mais de mon garage. Et on va s'organiser un petit setup d'éclairage. On va essayer de se patenter quelque chose, d'avoir de l'air de professionnel, finalement. C'est une amélioration continue. N'est-ce pas? Et peut-être que ceux qui étaient parmi nous la semaine passée et qui ont remarqué que j'avais une voix particulièrement stridente, dites-moi si c'est mieux cette semaine, je pense que oui. Déjà, si personne ne l'a mentionné, c'est un signe d'après moi.
Bon, il y en a un qui remet sa Challenger Scat Pack samedi. J'ai Ouais. conduit ça, une Challenger, cette semaine. Scat Pack, justement, 3,92, boîte automatique. Les, Et der- que j'ai aimé ça. les dernières journées d'octobre chaque année, c'est pas mal l'occasion pour tout le monde Ouais. de serrer ses bagnoles. Oui, effectivement. Alors, bonjour à Guylaine Gagnon qui est avec nous. Bonjour à Daniel Gobeil. Beaucoup mieux le son qu'il dit. Martine Girard. Ben tiens, Martine, qui me soutient dans mon boulot. Martine qui s'occupe de la boîte à l'infini. Alors, salutations. Hey, je veux en profiter d'ailleurs. Oui. Ça me fait penser. Allez voir le site de Bertrand Godin et achetez-lui des bas. Parce que- Des bas, des chaussettes. des chaussettes. Parce que Bertrand a lancé tout récemment Oui. une collection de chaussettes D'accord. à l'effigie de son numéro de course. Et bon, il a été assez généreux de m'envoyer une paire par la poste. Et Donc, depuis, tu n'es plus nu-pied depuis. je ne suis plus nu-pied depuis et j'ai découvert que mon exercice du talon-pointe était nettement meilleur depuis Ah! que je chaussais les bas de Bertrand. OK. Alors, faites de même, commandez des bas de Bertrand, c'est une bonne cause. Et sachez que il y a une petite partie des sous que vous allez offrir qui s'en va à l'organisme Procure Cancer contre la prostate. Bertrand qui, évidemment, chapeaute cet événement-là et qui... et qui a connu évidemment Jean Pagé qui est décédé de ce Ouais. cancer-là. C'est un très, très bon ami de Bertrand. Alors, on le salue. Et puis voilà. Alors, achetez-lui des bas. C'est le bon moment pour le faire. On va parler de mon petit prix que j'ai gagné hier. J'en étais bien fier, honnêtement. Ben avec raison, c'est du beau et du gros boulot qui se Ouais. cache derrière ce prix-là. Là. Oui, effectivement. Alors, j'ai gagné le prix du meilleur vidéo automobile souligné par l'AJAC, donc l'Association des journalistes automobiles du Canada. Et non, ce n'est pas pour les vidéos en direct de la grosse brune. Non, ceux-là, j'ai pas gagné. Tu vois, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils trouvaient que le décor était trop monotone. Je sais pas. Ça veut dire Mais- qu'il faut au moins continuer jusqu'à l'année prochaine. Mais c'était pour la vidéo rouler au suivant, qu'on a fait. Alors, je tiens à souligner toute l'équipe avec qui j'ai travaillé. Donc, André Gamelin, François Bonneville, Danny et Steve, ou Steve et Danny, c'est selon. Alors, toute l'équipe qui était là, Johan, Marie-Hélène, Nicolas, tout le monde qui a travaillé à la réalisation, au montage de ce show-là. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Alors, bien apprécié comme prix. J'en étais bien fier. Et puis, Peut-être mentionner, c'était remis par l'Association des journalistes automobiles du Canada. Oui, exactement, c'est ça. Alors, c'est un vidéo qui a été soumis et qui était comparé à des vidéos soumises de partout au Canada. Merci pour les étoiles, c'est très apprécié. Et en passant, là, ceux qui ne savent pas, le principe de l'étoile, c'est que quand vous me donnez un peu d'étoiles, vous me donnez un peu de sous. Alors, ça nous permet de continuer à évoluer et à s'acheter des bons micros. Des micros, des lumières. Ouais, c'est voilà, ça. la Des base. lumières, c'est ça. À garder en vie la grosse brune, qui est assez statique de ce temps-là. Quoique je l'ai pris cette semaine. J'ai C'est bien décidé, ça. j'ai dit, j'avais un rendez-vous chez le comptable et puis j'ai dit, bon, on va aller faire un tour de grosse brune avec Fiston assis où tu es installé là. Puis Ouais. c'est toujours le même festival lorsque Fiston s'installe sur la troisième banquette. Ben lui, sa job, c'est de faire klaxonner les camionneurs. Alors, il y a un plaisir fou à faire ça. Fait que, je continue de profiter de ce moment. Parce Et que, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a pas le mal des transports. Hein, non, c'est parce ça. que Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'en vient pré-ado et que d'ici peu, toute cette belle époque sera révolue. Ouais. Exactement, parce que ça s'en vient vite. Oh my God. Bon, trêve de discussion des membres de ma famille. Je veux aussi vous mentionner que pour ceux qui me soutiennent sur ma page Facebook, lundi prochain, 19h, on aura une période de questions d'1 heure qui sera réservée aux membres. Alors, ceux qui veulent, merci pour les félicitations, c'est très apprécié. Alors, ceux qui sont membres de ma page, qui veulent poser des questions en direct, on y répondra. Ça sera sous forme de discussion. Alors, gênez-vous pas pour assister à tout ça. Et puis, on pourra discuter pendant 1 heure de toutes sortes de sujets que vous voulez. Alors, c'est lundi prochain, 19h. Faut suivre ma page, être supporter pour pouvoir y accéder. Alors, voilà. Sujet, Germain, de circonstances. Oui, les pneus d'hiver. Oui.
Ça, c'est un objet rond, noir, Oui. hein, et au nombre de 4, généralement. Généralement, ça vient en paquet de 4. On se rappelle, hein, depuis 2019, la date a été devancée au 1er décembre pour l'installation et la pose de pneus d'hiver. Et même si dans la grande région de Montréal... François Gravel qui est avec nous. Salut Bonjour François. Et c'est ça. Donc même si dans la grande région de Montréal, il n'y a pas toujours de neige, hein, le 1er décembre, bien, il y a beaucoup d'endroits au Québec où il y en a de la neige. Donc, c'est une bonne chose que cette date-là ait été devancée. Mais on dirait que les gens n'ont pas tous pris l'habitude encore. Et pour avoir communiqué avec beaucoup de garagistes, les carnets de rendez-vous sont déjà pas mal pleins. Donc, oui, et il y avait eu une requête de la part d'une association de vendeurs ou d'installateurs de pneus qui souhaitait ramener la date limite au 15 décembre. Pour la simple raison qu'on n'est pas capable de suffire à la demande des gens. Parce que c'est plus condensé, finalement. Les gens commencent pas la période 15 jours plus tôt, là. Non, c'est ça, exactement. Et dans le contexte actuel de la pandémie, on le sait, tout est plus compliqué, tout est plus long, il y a plus de restrictions partout. Alors, ça rend la tâche encore plus difficile, pardon. Donc, ça n'a pas passé et je pense que c'est une bonne chose. Je veux dire, je pense qu'il y a des commerces qui ont été capables de s'organiser en conséquence. D'autres ont peut-être un peu plus de difficultés. Mais rendu au 15 décembre, on s'entend, c'est l'hiver. C'est déjà l'hiver le 1er décembre. Parce qu'il y a la question de la neige, mais il y a la question du froid aussi. Voilà. Parce que c'est en bas de 7, si je ne me trompe pas, la limite où un pneu d'hiver commence à avoir son efficacité, c'est sous les 7 degrés. Oui, exactement. Donc, c'est rare qu'il fait plus chaud que ça rendu en décembre. Là. Exactement. Puis c'est une des raisons pourquoi c'est important d'avoir de bons pneus d'hiver. Oui. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce que j'installe comme pneu sur mon véhicule, considérant qu'il existe il y a un choix infini, là. Il y a un choix infini. Des marques de pneus dont j'ai jamais entendu parler, j'en découvre plusieurs à chaque année. Généralement, ce sont des marques qui partent comme ils arrivent. Des marques chinoises temporaires, et je ne veux pas mettre tous les pneus chinois dans le même panier parce que ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des pneumatiques chinois, merci Mario Germain, c'est très apprécié. Il y a des pneus chinois qui sont de bonne qualité. Est-ce que j'oserais dire qu'un pneu chinois de marque secondaire va équivaloir à un Nokian, un Continental ou Michelin? Bon, non, on n'est pas là, pas du tout. Mais il peut avoir des pneus chinois de qualité très acceptable, mais il peut avoir de véritables merdes, excusez-moi l'expression, des trucs qui sont dangereux. Moi, j'appelle ça des pucks de hockey, là. Des pneus dont la composition est tellement mal conçue, la composition des matériaux, que l'hiver, c'est un pneu qui devient dur comme de la roche et ça glisse comme une puck de hockey. Et on cherche de la souplesse, là. Et l'hiver, c'est ça. Donc, la base d'un pneu d'hiver, c'est d'avoir une composition pneumatique qui est plus souple et qui va demeurer souple même durant l'hiver pour être capable d'offrir une adhérence optimale. Et c'est pour ça qu'un pneu 4 saisons, ça vaut rien. On appelle ça des toutes saisons. Et là, la nouvelle tendance depuis plusieurs années... Ça devrait être des pneus, finalement, aucune saison, là. Oui, bien, tu sais, ça peut être des pneus 3 saisons. Ouais. Mais là, la nouvelle tendance depuis quelques années, ce sont des pneus tout climat. Donc, un pneu tout climat, aux yeux des manufacturiers, c'est un pneu qui est doté du pictogramme de pneus d'hiver, qui est techniquement homologué, mais c'est pas vrai, pour être capable de composer avec une surface enneigée. Oui, mais à Denver, au Colorado, lorsque une journée, il a neigé un petit peu puis que ça a fondu. Là. Oui, parce que c'est pas fait pour nos conditions. Le climat, il est particulièrement difficile au Québec. Oui. La neige est particulièrement abondante. Là. Le problème, c'est qu'un pneu tout climat, avec le pictogramme, le triangle hivernal, c'est légal comme pneu d'hiver et c'est dangereux comme pneu d'hiver. À moins, puis ça, encore là, c'est pas idéal, que vous installiez ça sur un camion qui va remorquer, par exemple, une remorque très lourde où vous avez évidemment beaucoup de poids sur l'essieu. Bon, ben là, l'adhérence étant ce qu'elle est, c'est peut-être un peu moins pire. Mais je vous invite à ce sujet-là, peut-être retourner dans les archives. Vous pouvez googler ça sur Google, hein?
Oui, c'est le Googlez, on fait ça principe de c'est Google. pas mal de oui. Google. Vous pouvez rechercher le reportage qu'on avait fait l'année passée. Je m'inclus là-dedans parce que j'avais pris part à ce Bien sûr. reportage-là Ouais. avec JE, où on avait découvert une espèce de, je veux pas dire une mafia, mais disons beaucoup de commerces malhonnêtes qui vendaient des pneus comme de véritables pneus d'hiver alors ils n'en sont pas, ils n'en sont rien. Et ces pneus-là, ben, c'est souvent un pneu. On avait même mis la main sur des pneus de camion parfaitement identiques, un qui avait le pictogramme, un qui ne l'avait pas, avec deux marques différentes. Mais c'était le même pneu construit à la même usine. Alors, il faut faire attention lorsqu'on s'achète des pneus. Et le filet de Transport Canada, visiblement, il est un peu. Les mailles sont un peu grandes. Là. c'est toujours la même chose. Quand tu parles à quelqu'un, question gouvernementale, tu sais, j'en ai parlé en ce qui concerne les lois sur les taxes sur la cylindrée. Tout ce qui concerne le gouvernement, les lois, ça a été décidé dans un bureau, dans un contexte où ça n'a pas de bon sens. Et évidemment, ben, la personne qu'on avait interrogée à Transport Canada avait aucune idée quoi dire, a passé pour un pauvre imbécile. Et je m'excuse, mais c'était ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire. On appelle un chat un chat. On appelle ça un incompétent. Puis Voilà. il en a fait la preuve à l'émission JA. Alors, je vous invite à aller retourner voir ce vidéo-là. Je l'avais partagé sur ma page Facebook aussi, si vous voulez retourner le voir, mais ça vaut vraiment la peine. Toujours est-il que un bon pneu d'hiver, moi, je considère que c'est important parce que s'il y a un truc sur lequel on ne lésine pas, c'est les pneumatiques. Absolument. Ne vous achetez pas, et là c'est drôle parce que pendant que je vous parle, vous ne voyez pas ça l'autre bord de mon écran, mais devant moi, il y a un festival d'écureuils qui essaie de rentrer dans la poubelle extérieure de ma maison. C'est très drôle. Alors, trêve de... C'est juste comique, là, je vous partage ça comme ça. C'est absolument pas nécessaire, mais c'est drôle de les voir grimper. Enfin bref, un bon pneu d'hiver, c'est important. Et moi, couper dans un pneu d'hiver, vous êtes mieux de couper dans la qualité des pièces de suspension que vous allez installer. Couper ailleurs dans votre voiture, je ne sais pas où, mais pas dans les pneus. Ouais. Ça vaut la peine. Bon, si vous avez l'intention de vendre votre voiture l'année prochaine, je ne vous dis pas d'aller chercher du Nokian ou du Continental qui va vous coûter très cher, que vous allez donner avec votre auto et vous n'aurez pas une scène de plus. Mais un pneu de meilleure qualité. Bon, d'abord... Ben de un, il va être meilleur efficace, puis de deux, il va durer un peu plus longtemps aussi qu'un Pas pneu. nécessairement. Il ne durera pas nécessairement plus longtemps, mais c'est sûr que le comportement de la voiture, les performances sur route, l'adhérence, la maniabilité de l'auto, les distances de freinage vont être réduites passablement. Alors ça, c'est important. Que ce soit un pneu à glace, un pneu à neige. Et pourquoi un pneu à glace ou un pneu à neige? Qu'est-ce qu'on C'est la fait? question que beaucoup de gens se posent. En gros, là, si vous demeurez en ville, dans un milieu urbain où il y a beaucoup de slush, vous êtes mieux avec un bon pneu à neige. Et si vous êtes dans une région rurale où, évidemment, les routes sont plus glacées, où il y a plus de vent, où c'est plus évacué, un pneu à glace, ça vaut quand même la peine. Mais il y a quand même un mix des deux. Là, vous pouvez trouver un bon mix des deux et ajouter à ça la possibilité d'installer des clous sur des pneumatiques. Et la bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, il y a des manufacturiers de pneus. Je pense à Gislaved, à Michelin, à Continental, à Nokian, qui vont offrir de série des clous déjà installés en usine sur des pneumatiques. Puis je pense aux pneus Continental où la technologie d'installation de ces clous-là est vraiment impressionnante. Autrement dit, vous ne les perdrez jamais, ces clous-là, parce que c'est fondu littéralement dans la semelle. Or, l'avantage de ces clous-là, on le sait. Des clous que vous installez par après, le défaut, c'est que, bon, vous allez augmenter vos distances de freinage. C'est très, très, très bruyant lorsqu'on roule avec ces pneus-là. Et évidemment, c'est le risque des perdre. Alors, quand vous circulez, le risque de perdre une partie des clous, plus vous roulez, plus vous en perdez, bien ça aussi, ça fait partie de l'équation. Alors, le gros avantage d'aller installer des clous sur des pneumatiques, d'acheter des pneumatiques avec des clous déjà d'origine, bien, c'est que vous ne les perdrez pas et que vous allez avoir une conduite plus intéressante. Ça va demeurer bruyant, ça c'est sûr, on ne s'en sort pas. Mais au niveau des distances de freinage et de la maniabilité, bien là, vous allez être dans un terrain comparable à ce que vous avez si vous n'aviez pas de clous, mais avec les avantages des clous. Et ça coûte
15 plus cher, là, un pneu avec ou sans clous, là, si je pense à Continental, par exemple. Et il faut savoir, là, par exemple, c'est pas toléré partout, les pneus à clous. Si vous vivez en condo, par exemple, pour des stationnements intérieurs, ça se peut que dans les règlements, ce soit interdit, là, parce que justement, ça peut abîmer le sol. Bien, ça peut abîmer le pavé, le ciment, évidemment, de façon considérable, des pneus à clous, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, dans la grande région de Toronto, c'est interdit. OK. Si vous demeurez dans la grande région de Toronto, si vous êtes un Québécois qui allait rouler là-bas, ça va. Mais si vous demeurez, si votre véhicule est immatriculé dans la grande région de Toronto, vous n'avez pas le droit d'être chaussé de ce genre de pneus-là. OK. Mais si vous allez plus au nord ou si vous demeurez à, je sais pas moi, London où tu t'en vas toi tantôt là? Je m'en vais à Prince Edward County. Bon, si vous demeurez à Prince Edward County, parce que là, j'essayais de me sortir des noms de villes en Ontario. Il y en a plein, le Kingston, enfin bref. Si vous ne demeurez pas dans le GTA, le Greater Toronto Area, ben vous êtes correct. Alors, mais il y a des avantages à ça, puis sérieusement, choisir un bon pneu d'hiver, c'est super important. Ça sera d'ailleurs le sujet de ma chronique de dimanche à Salut Bonjour Week-end. Alors, je vous invite à tous vous lever de bonne heure. 7h45, soyez des... Je l'écouterai en rattrapage! C'est ça, Et un truc qu'on conseille aussi souvent, c'est d'aller voir un détaillant ou un commerçant qui vend plusieurs marques de pneus et qui va être en mesure de conseiller les gens plutôt que de vendre finalement un des 2 ou 3 seuls produits qu'il a sur place. Oui, c'est ça. Alors moi, d'abord, là, on n'achète pas un pneu d'hiver chez un concessionnaire. Votre concessionnaire GM, Toyota, Hyundai, qu'importe, là, lui, il a un pneu à vendre. Il a eu un deal sur un lot. Il vend ça chez lui. Il vend plus cher que le commerce de pneus qui est spécialisé là-dedans. Non, vous achetez pas votre pneu là-bas, là, c'est pas vrai. Vous pouvez les faire installer là si vous voulez, là, par après. Mais achetez vos pneus chez un spécialiste, ça vaut la peine. Moi, je ne recommande même pas de commander ça en ligne parce qu'évidemment, si vous commandez ça en ligne, le problème, c'est que vous allez arriver avec 4 pneus neufs chez un détaillant pour faire poser vos pneus neufs. Et lui, normalement, vous offrirait une pause à rabais si vous achetez un pneu chez lui. Mais là, le rabais ne sera plus applicable parce que le pneu ne vient pas de là. Alors, vous êtes toujours mieux d'acheter un pneu chez un détaillant qui va vous l'installer en même temps. Alors, vous allez profiter d'un forfait. Puis, vous allez avoir en plus l'expertise de quelqu'un qui vous vend des pneus puis qui sait ce qu'il fait et de quoi il parle. Alors, tu sais, c'est en fonction de vos besoins, en fonction du type de conduite que vous effectuez, du kilométrage que vous faites, du type de véhicule que vous avez. Parce que je peux vous dire par expérience que j'ai pu essayer une même sorte de pneus sur différents véhicules. Et dans certains cas, c'était génial. Dans d'autres cas, ça ne faisait pas du tout la job. Je pense à un Michelin XS que j'avais conduit sur un Acura RDX que je trouvais épouvantable, mais qui faisait une job vraiment géniale quand j'étais tombé sur une Infiniti Q50. Alors, il y a plein de facteurs, finalement. Il y a plein de facteurs. Et, tu sais, regardez la cote d'usure. Évidemment, un pneu qui ne s'use pas, c'est un pneu que vous ne voulez pas. Mais il y a des pneus qui fondent comme neige au soleil. Puis pas besoin de vous dire que si vous roulez avec vos pneus d'hiver et vous étirez ça jusqu'au mois de juin, bien, vous allez les scraper, tout simplement. Il y a bien des gens qui disent « Ouais, c'est pas grave, là, j'étire ça un peu. » Mais un pneu d'hiver rendu à l'été, ça ne marche plus. Là, c'est mou, mou, mou. La semelle est molle, ça colle, ça use comme vous n'avez pas idée. Et c'est pour ça que c'est important de respecter les saisons et de faire des changements de pneus à des bonnes périodes. Voilà, c'est assez clair. Peut-être glisser un mot sur un mythe au niveau des pneus. Ah, OK, oui. De l'air d'hiver. Oui. Hein? Oui. Hein? On a déjà entendu ça. Ah ouais, moi j'ai installé de l'air d'hiver dans mes pneus. Oui, d'accord. Alors c'est quoi de l'air d'hiver? C'est de l'azote. Oui, on les voit avec les petits bouchons de valve verts. Est-ce que ça vaut la peine d'installer de l'azote, de payer 25 Oui, c'est ça, parce qu'il y a un supplément qui est associé à ça souvent. Est-ce que ça vaut la peine de mettre ça dans ses pneus d'hiver versus de l'air ordinaire? De l'air ordinaire. Toi, tu as l'air ordinaire, c'est ça? Oui, c'est ça. La réponse, c'est non. Moi, l'azote, OK, j'ai déjà essayé ça pour finalement réaliser que oui, ça a moins d'impact sur les fluctuations de température. Donc, les baisses de pression vont se faire moins vite,
mais elles vont se faire quand même. Donc, tôt ou tard, vous allez quand même devoir ajouter de l'air dans vos pneus. Et à ce moment-là, vous ne mettrez pas de l'azote. Donc, vous venez altérer l'efficacité de l'azote de toute façon. Et c'est pas vrai que de l'azote va durer pour une saison ou va durer très longtemps, là, en passant. C'est quelques mois à peine. Moi, je recommande de toute façon à tout le monde, puis je le sais que personne ne le fait, là, mais moi, je suis un peu freak là-dessus parce que je sais à quel point une pression d'air inadéquate, ça altère le comportement d'une voiture. Mais normalement, on devrait vérifier sa pression d'air chaque mois dans son véhicule. C'est ce qu'on nous enseigne dans les cours de conduite, d'ailleurs. Ah oui, on enseigne ça dans les cours de conduite? Oui, de vérifier là, systématiquement sur une base régulière. Au lieu d'enseigner ça, il pourrait mentionner de mettre le clignotant, ça serait une bonne idée. Tantôt, il y a une vanne qui m'a coupé. J'étais au volant d'un Jeep Gladiator et le camion. Hey, j'ai quasiment le goût de la nommer la compagnie de transport. Vas-y. Regarde bien. Ne te gêne pas. Là, c'est parce que j'ai un blanc de mémoire, puis j'avais écrit le nom de la compagnie sur mon téléphone, mais comme le téléphone sert de caméra présentement, je l'ai oublié. Enfin bref, je nomme pas la compagnie, mais un vrai sans dessin qui m'a coupé à la dernière minute avec un camion pas de clignotant et qui a recoupé un camion GMC juste un peu plus loin. Alors, ça a coûté un éclat de roche dans le pare-brise, puis c'est ça. Mais pourquoi je parlais de ça? Je m'en souviens même pas. C'est une excellente question. Bon. Vous allez peut-être être capable de me dire pourquoi. Des fois, on divague, hein, comme des ça. Fois, on divague. Mais, oui, j'ai vraiment perdu j'ai vraiment perdu un manomètre numérique, c'est génial. Oui. Ah oui, on parlait de vérifier la pression dans les cours de conduite. Oui, c'est ça. Et tu as mentionné... Ce chauffeur-là n'avait pas suivi ses cours de conduite. Donc, j'avais mentionné, au lieu de vérifier la pression, apprenez à mettre votre clignotant. Puis là, je parlais à lui. Donc, azote. L'azote, ça coûte 20-30 $ pour installer ça dans votre véhicule. Et de toute façon, vous devez ajouter de l'air ou ajuster l'air dans vos pneus chaque mois. Particulièrement l'hiver, lorsqu'il y a des grosses fluctuations de température, vous allez vous en rendre compte assez facilement. Donc, il y a des véhicules modernes, évidemment, où là... Et ça, on peut faire ça là, à la maison avec un petit compresseur, là. Ben oui, à la maison. C'est pas compliqué, là. J'en ai acheté un cette semaine chez Canadian Tire pour la somme de 14,99 $. Alors, ça fait un travail exceptionnel. Donc, pas besoin d'aller payer 50 sous pour aller au dépanneur du garage coin. du coin. Mais enfin, bref, l'option que vous voudrez, mais vérifier la pression d'air de vos pneus, c'est important pour évidemment continuer d'avoir un comportement routier optimal, prévenir l'usure prématurée parce qu'un pneu sous-gonflé va s'user plus rapidement, pas besoin de vous dire pourquoi, et ça impacte sur les distances de freinage, la maniabilité de l'auto, tout ce que vous voudrez, mais de l'air ordinaire, de l'air régulier, pas de l'air super, on n'a pas besoin d'azote. À moins que vous soyez vraiment paresseux. Le problème, c'est que de toute façon, vous allez, comme je le disais, altérer ça en rajoutant de l'air dedans plus tard. Fait que l'azote, pour moi, c'est pas une solution super viable. C'est rendu 2 $ dans certaines stations-service. 2 $? Oui. Ah non, écoute, il y en a là. On se fait-tu voler? Ça, c'est 400 % d'augmentation, Germain. Quand même, hein? Tu t'es rendu compte? Quand même. Bon. On parle aussi... Hey, toi, tu as eu une petite nouvelle cette semaine? Ben, petite nouvelle hein, qui va changer de manière quand même discrète le paysage automobile du Québec, du Grand Montréal. Le concessionnaire Ferrari à Montréal, sur la rue Jean-Talon, va changer de main. Hein? On sait que son propriétaire, c'était Lawrence. Je ne sais pas quel genre d'éclairage il est en train de se passer. Oui, mais c'est rendu orange. Là. Le ciel s'en vient orange. Oui. Alors, nous aussi, par le fait même. Enfin, bref. Et, merci, Dame Nature. Oui, voilà. Hein, ça va nous donner un petit répit de lumière. Ouais. Donc, c'est ça. Le propriétaire, hein, c'était Lawrence Stroll, hein, milliardaire montréalais. Tu dis c'était, est-ce que c'est réglé? Ben, ce serait sur le point d'être terminé. Il y a une offre qui a été déposée et acceptée. Il y a une annonce qui a été faite aux employés. Donc, rendu là, c'est pas. Je pense qu'il reste juste à se donner les clés là, en bas de chez le notaire. Puis donc, Lawrence Stroll aurait vendu son commerce. Oui, son commerce de Ferrari à Montréal. On se rappelle qu'il avait vendu le concessionnaire Maserati qui était à Laval et le concessionnaire Maserati qui était dans le même bâtiment
que le concessionnaire Ferrari, Ouais. toujours à Montréal, là, sur Jean Talon, il avait vendu ça à M. Bitton, hein, qui est à la tête de Holland Leasing. Puis qui est propriétaire de Rolls-Royce. Exactement, Fisker. exactement. Bon, ouais. Donc, au coin là, de la métropolitaine et de Décarie, grosso modo. Là. Et puis, Si c'est la lui qui mémoire avait... est bonne, Oui. il avait acheté les 2 BMW à Québec. Là, Effectivement. Pour 85 millions de dollars. Et Lamborghini en Floride aussi. Donc, Ben oui. voilà. Pas de problème. Voilà, il n'y en a pas de problème. Et donc, ce serait lui qui serait sur le point de s'emporter acquéreur. Combien ça vaut sur un dealer Ferrari comme ça? 50 000? 60? Un peu plus, j'ai Un peu l'impression. plus, hein? Ouais, c'est Mais ça. je vois ça comme une bonne nouvelle, hein, parce que on s'entend, monsieur Stroll est un monsieur très occupé qui a des billes dans diverses entreprises, Donc, Aston Martin. dont Aston Martin. Hein. C'est peut-être même une des raisons pour lesquelles il se départit de son concessionnaire Ferrari. Là, il y a quelqu'un qui commence à remarquer que les vitres commencent à s'embuer et nous recommande du lave-vitre à moins 45 degrés. Merci à Marc pour la suggestion. C'est excellent! Mais la solution, Germain, regarde. Un peu de chaud. Ben, c'est les vitres, hein? Oui, voilà. Voilà. Ah, n'est-ce pas magnifique? C'est toi qui vas geler en plus. Oui, c'est ça. Elle commence à être fatiguée. Un petit peu de silicone aussi dans les joints de caoutchouc, ça peut pas nuire. Oui. Bon, Donc, tout ça pour dire, c'est ça. Monsieur Stroll avait des billes dans plusieurs entreprises, n'était Ouais. pas nécessairement présent au quotidien. Donc là, d'avoir un nouveau propriétaire qui, lui, est basé à qui serait Montréal, plus impliqué, ouais. donc c'est ça, qui sera plus impliqué. Je pense que c'est une bonne nouvelle C'est quand pour même tout une le monde. concession qui va très bien, qui se démarque Absolument, pour absolument. la marque Ferrari. Qui est en plein agrandissement, hein, d'ailleurs. Je ne sais pas, on y est allé récemment Ouais. et ils sont en train d'agrandir toute la partie arrière pour avoir une plus grande partie pour entreposage. Vraiment, on essaie de maximiser le pied carré. Hein, voilà. C'est Exactement. un enjeu éternel à Montréal. Là. Bon, on parle rapidement de la Toyota Venza que Oui. j'ai pu conduire cette semaine. Oui, Toyota Venza hein, qui fait un retour 100% hybride. Oui, 100% hybride. Et je l'ai présenté hier à l'émission Salut Bonjour. Honnêtement, Il fait froid pour vrai. Hein. OK, d'accord. J'ai compris le message. Alors, montre les vis de la grosse brune. Parce que tu vois, là, la vitre, elle ne monte même pas. Voilà. Il faut tirer un peu dessus, sinon elle ne suit pas. Surtout quand le véhicule n'est pas en fonction. Bon. Germain Frédeux, vous avez appris ça. Mais c'est Live, humide, là? En direct. C'est humide? Oh, il est temps qu'on la serre. Là. Même la grosse brune, elle commence à faire des bruits. Elle est stationnée, puis il y a des rattles dedans. Fait que ça commence à être grave. Toyota Venza. Toyota Venza. Moi, ce que je peux vous dire de ce véhicule-là, bon, c'est une hybride. Oui. C'est uniquement une hybride. C'est la technologie hybride qu'on retrouve dans le RAV4. C'est aussi ce qu'on va retrouver dans la fourgonnette Sienna. C'est 219 chevaux. La puissance est là, ça fait le travail. C'est pas autant que l'ancien V6, mais c'est bien motorisé. Je trouve que la puissance est facilement exploitable. Et tenez-vous bien, j'ai roulé jusqu'à maintenant à peu près 250 km avec le véhicule, ville-route combinée. Et consommation de... 6,1 litres au 100. C'est une joke. Parce que c'est gros, là, comme véhicule. Ben, là. c'est le format d'un Ford Edge. Oui, VUS intermédiaire à 2 rangées. OK? Et j'ai comparé, j'ai comparé la consommation d'essence de la Venza avec ce qui existe sur le marché actuellement. Donc, Ford Edge moteur EcoBoost de 250 chevaux. Nissan Murano avec V6 3.5 litres. C'est sûr qu'on a plus de puissance là, dans ces moteurs-là. Oui, oui. Non, la Venza n'est pas branchable. Une question Non. de Daniel Franqueur. C'est uniquement une hybride régulière. Mais on ose imaginer que si on en vend un peu la première année, on va nous arriver avec une version peut-être, hybride possible. rechargeable, mais pour le moment, on nous dit rien. Pour le moment, on ne l'a pas. Mais j'ai comparé les codes de consommation. Ouais. Bon, Santa Fe avec moteur 2 litres. Bref, tout ce qui existe sur le marché, là, on est en moyenne avec une moyenne combinée qui oscille entre 10 et 11 litres au 100. Et Toyota, on est à 6 litres. Alors, on est de 40 à 45 % plus bas au niveau de la consommation que l'ensemble des concurrents au niveau de la moyenne des cotes. Oui, parce que ça implique qu'il y en a qui sont plus hautes. Là. Il y en a qui sont plus hautes, il y en a qui sont un peu plus basses. Mais un Ford Edge, c'est exactement 40 % avec un moteur 2 litres régulier. C'est quand même pas rien, là. C'est 40 de c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et vous conduisez la nouvelle Venza, OK, bon, on le sait, là, ça se situe entre le RAV4 et le Highlander. C'est un 5 passagers. C'est un véhicule beaucoup plus
premium que par le passé, Ouais. mais c'est un véhicule qui rivalise en quelque sorte avec les véhicules que je viens de vous nommer au niveau du format, peut-être aussi avec la Subaru Outback. Mais vous prenez place à bord, honnêtement. On se Et- rapproche de chez Lexus, Ben, là. on est dans une Lexus. Voilà. Sauf qu'on est dans une Lexus avec un habitacle ergonomique et avec une ligne extérieure qui est élégante. Ouais, on on n'a a- pas cet on n'a pas de horrible sablier. Écoute, moi, je suis pas capable du design de Lexus, là, les NX, les RX de ce monde avec des coups d'épée à la douzaine dans la carrosserie. Ouais. C'est lourd, c'est chargé, ça vieillit mal. Ça enlève rien à la qualité du produit. Mais autant à l'extérieur, les designs, bon, clairement, ça ne fait pas l'unanimité. Et autant à l'intérieur, ergonomiquement parlant, avec l'espèce de touchpad de Lexus, Voilà. qui est un cauchemar, l'ergonomie, c'est compliqué. Souvent, les Lexus, la visibilité, c'est problématique. On se sent un peu écrasé à bord. On est dans un cocon, là. Bon, l'Avanza, c'est tout sauf ça. C'est confortable, c'est spacieux, c'est simple. L'ergonomie, elle est parfaite. J'ai rien à dire. Alors, quelqu'un qui n'aime pas les produits Lexus je ne vous parle pas de la qualité, parce que la qualité des produits Lexus, c'est indéniable. Mais quelqu'un qui n'aime pas l'approche Lexus au niveau design et ergonomique, mais tout ce que vous n'avez pas dans un Lexus, vous allez retrouver chez Toyota, mais évidemment avec une autorisation hybride. Donc, si vous cherchez plus de puissance, là, on n'est pas là. Mais vous voyez, je regardais les prix je regardais les prix là, avant transport préparation, c'est 36, 37 000 à 48 000 OK. pour l'Avanza. Vous allez être certain que ça va garder une valeur de revente incroyable parce que veut pas, fiabilité, consommation d'essence, rapport équipement-prix. Et en ce qui me concerne, l'équilibre le plus intéressant, c'est la version XLE de milieu de gamme. Si vous allez dans le modèle haut de gamme, là, on commence à être dans un véhicule quand même assez coûteux, mais dans sa version XLE de milieu de gamme, vous avez tous les gadgets dernier cri, donc le gros écran 12,3 pouces. On a ce qu'on veut dans un véhicule, là, il ne manque rien, mais sans avoir les fioritures supplémentaires, souvent secondaires ou disons qui ne sont pas nécessaires et qui sont du pur luxe là, que vous allez retrouver dans la version Limited qui est le modèle haut de gamme. Alors vraiment, c'est une Toyota que j'ai fortement appréciée. Donc, les attentes étaient hautes suite à son dévoilement, mais visiblement, on a livré la marchandise. Puis moi, j'ai hâte de voir comment l'Américain moyen va réagir, parce qu'on le sait qu'aux États-Unis, ça a connu très peu de succès. 55 000 unités vendues en 2009 aux États-Unis. Pour la première génération du modèle. La première génération contre 12 000 chez nous au Canada. Donc, les proportions sont pas là. Les proportions sont pas là. Normalement, c'est du 10 pour 1. Et tu vois, on en vendait 20 000 en 2015 et 6 000 au Canada. C'était encore pire au niveau de l'écart et des proportions. On avait tiré la plug sur l'Avanza fin de l'année 2015. On l'a gardé au Canada un an de plus. On en avait vendu encore 6 000. Il faut se souvenir qu'au Canada, l'Avanza, pendant plusieurs années, ça a été le véhicule le plus volé. Ouais. Au Québec, enfin, là, je ne pense pas au Canada, mais au Québec, ça a été le véhicule le plus volé. Donc, ça sera peut-être un peu plus cher d'assurance que la moyenne, mais ça vaut sans doute la peine. De toute façon, ce que ça va vous coûter plus cher en assurance, vous allez récupérer, et beaucoup plus en consommation d'essence, ça, c'est sûr. Fait que c'est une Toyota qui m'a vraiment impressionné. Et est-ce que, comme le modèle de première génération, on peut l'avoir en brun? Parce que j'ai l'impression que toutes les Venza de première génération qu'on voit sont brunes. T'en as pas assez de brun, là? Non, je posais la question pour un ami. Parce que regarde l'environnement. C'est pour un ami. Il n'existe pas de version Woody, Dommage. malheureusement. Alors, c'est une petite déception. Un mot peut-être sur le Jeep. Je vous mentionnais que je conduisais tantôt un Jeep Gladiator. Oui, Dans une belle machine. Là. Dans sa version Mojave. Oui. Alors, la version la plus poussée en matière de conduite hors route, et je n'ai pas fait de hors route avec, je n'ai fait que de l'autoroute et du trafic et du pont-tunnel et des trucs comme ça. Et les pneus, là, c'est quoi, 33 pouces? C'est pas trop bruyant Falcon, suspension Fox relevée de 2 pouces. Pour une utilisation là, quotidienne, pour un banlieusard, c'est extrême ou ça se fait? Pas tant que ça. Honnêtement, c'est moins pire qu'un Wrangler, et particulièrement qu'il y a une version à 2 portes. Là. Mais oui, parce que comme l'empattement est plus long, on a un minimum de confort. T'achètes pas Minimum. T'achètes pas ça pour le confort en partant, là. Mais honnêtement, c'est peut-être un peu moins confortable, surtout pour la position de conduite, que si vous achetez un Colorado ZR2 ou un Tacoma TRD Pro.
mais tu excuses disons, ce niveau d'inconfort supplémentaire par le look, par la polyvalence, par les capacités en route qui sont incroyables, ça c'est sûr. Tu sais, tu peux enlever les panneaux de toit, tu as un toit rigide, tu as un toit souple, tu peux retirer les portes, tu as une benne quand même qui est assez C'est un pratique. très beau jouet, là. Ah, c'est un superbe jouet. Et manuel, 6 vitesses. Alors ça, je me suis amusé avec ça. C'est de plus La en plus transmission rare. va hein? très Oui. bien. Oui. Et contrairement à d'anciens Jeeps que j'avais essayé dans le passé avec une boîte manuelle, il n'y a pas de, pardon, il y a pas de creux au niveau du couple. Donc quand tu es à bas régime, Ouais. tu sens pas que le couple manque et que le véhicule est peine à se déplacer. Tu as 260 livres de couple avec le V6 à essence. Le diesel qui viendra ultérieurement, lui, c'est 442 livres de couple. Alors ça, c'est quelque chose d'autre. Mais et lui sera uniquement disponible avec l'automatique, là, ça, il faut le mentionner. Mais une sacrée machine, j'ai vraiment aimé ce camion-là, mais pas mal moins la facture. Oui, parce que tel quel, c'est plus de 70 000 là. 72 000 pour un Jeep comme ça. Écoute, on est dans les prix d'une camionnette. Oui, on peut aller chercher un RAM avec, Écoute, là, équipé, avec pas bien à des peu près, options là, c'est pour ça. 72 000 là. Fait que, tu sais, puis contrairement à un RAM, il n'y a pas 12 000 de rabais là-dessus. Là. Non, on s'entend, non, c'est pas mal le prix qui est là. À un taux de financement alléchant, là, on le finance à 0,9 actuellement, mais il n'y a pas de gros rabais. C'est quand même le véhicule chez FCA, je parle du Wrangler, mais / Gladiator, qui garde Ouais. le plus sa valeur. là. Ouais. Mais une sacrée machine, mais c'est vraiment pas donné. On est d'accord. On est d'accord. Hey, ta Ouais. brochure de la semaine? Brochure de la semaine, Mitsubishi 1999. Et là, tu sais, si vous avez suivi l'actualité automobile au tournant du millénaire, Ouais. vous allez dire, hein, comment ça, 1999, ça doit être une brochure américaine. Non, c'est une brochure canadienne. Alors, on annonçait avec Ouais. cette brochure-ci l'arrivée de Mitsubishi au Canada. Oui, Mitsubishi qui est arrivé seulement en 2002. Donc, cette brochure-là, 99, on était pas mal en avance. Oui, mais tu sais, c'est fidèle à ce que Mitsubishi a fait avec Oui. le PHEV. On l'a l'annonce, annoncé en on l'annonce, 2014. on l'annonce, on l'annonce, on On a l'annonce. annoncé son arrivée en 2014, Ouais. puis on est arrivé en 2017. Fait Ouais. que tu vois, ça date de 99. Ouais. Alors, c'est ça, c'est ce que ça dit ici, gamme 99. Mais on est arrivé en 2002 avec une gamme de modèles 2003. Et on se souviendra qu'en 2003, il y avait une gamme, écoute, quand même assez étoffée. Montero Sport, la Diamante, qu'on Oui. a vendue seulement 1 an. On avait, l'Endeavour n'était pas encore sur le marché. On est arrivé en 2004, l'Outlander aussi. Mais on avait la Lancer, les Eclipse Spider. Tout à fait. Tu sais, bon, on avait une gamme quand même assez grande. Et la seule qu'on n'a pas amenée, en fait, de tous les véhicules qui étaient vendus aux États-Unis, c'est la Mirage coupée. Oui. Qui était en fait une Dodge Colt. Là. Oui. Alors ça, on ne l'a pas amené sur notre marché. Puis on tirait la plug sur le modèle l'année d'après aux États-Unis. Alors voilà. Mais c'est particulier d'avoir une brochure de Il y a quelqu'un marque. qui dit Ouais. Antoine a mis la photo du Sportage sur son Instagram. Là, vous parlez probablement du Sportage 2022. J'ai partagé une image hier. Il y a des gens qui discutent entre eux. Alors, je m'insère dans la discussion. Ben, c'est bien. Alors oui, c'est une photo que j'ai trouvée hier sur un site coréen où on avait, c'est un leak, là, dans le fond, une fuite. J'ai trouvé une photo du futur Sportage et là, même les gens de chez Kia, je salue mon ami Benoît de chez Kia, qui tout de suite est arrivé. T'as pris ça où? T'es-tu sûr que c'est une vraie version? Lui-même ne l'avait pas vu. Ben, c'est clair, là, le nouveau Sportage, si vous voulez voir de quoi ça a l'air, allez voir sur ma page Facebook ou ma page Instagram. Mais c'est clair que c'est le prochain Sportage qui va rouler chez nous l'an prochain, lequel partage ses éléments techniques avec le nouveau Tucson, qui lui Tout à fait. est assez spécial, hein? Ah, je ne l'ai pas vu, lui, par Avec exemple. une espèce de calandre ou avec des lumières progressives Oh! à la grandeur. Mais là. chez Hyundai, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a consommé comme substance légale Ouais, ou c'est illégale, mais dans le design, on l'a échappé. En fait, on a tout échappé. On a échappé les crayons sur la table à dessin, puis ça a donné Ça a ça. donné ça. Tu sais, la nouvelle Elantra, la Sonata. Il y en a qui disent ils commencent à faire noir, les boys. Là, ça Oui, urge. oui, oui. Attendez, on a toujours des solutions, nous. Oui, c'est ça. Ah, Bon, alors, trêve de niaiserie. Rapidement, quelques questions, Antoine. On a Marc-André qui demeure en Estrie et il hésite entre un Acura RDX version Tech 2017 qui aurait 31 000 km et un Subaru Forester 2018 qui lui aurait 46 000 km. Est-ce
Est-ce que tu as une préférence entre les deux? Deux véhicules qui, a priori, sont différents, là, mais... Ben, le Forester, c'est celui qu'il faut privilégier si on veut avoir une conduite peut-être un peu plus amusante et un bon rouage intégral. Oui, ça, voilà, pour le rouage intégral, on ne se trompe pas avec Mais celui de Subaru. Un RDX, c'est un gage de fiabilité, de confort, c'est beaucoup plus raffiné. Un petit peu, oui, T'as c'est ça, plus raffiné, plus luxueux. Tu as l'avantage du 6 cylindres qui est super agréable. Le problème du RDX, évidemment, bon, son ergonomie avec le double écran, c'est pas nécessairement évident. Et des problèmes de suspension. C'est vraiment pas évident, en fait. Là, hein. Problème de suspension à l'arrière par temps froid, ça cogne dur et Acura n'a pas de solution. Alors ça, c'est les deux petits défauts. Mais chez Subaru, vous allez avoir un véhicule plus pragmatique. C'est quand même moins confortable, raffiné et luxueux qu'un RDX. Alors c'est vraiment une question de goût personnel. Moi, personnellement, je vous avoue que j'ai peut-être plus un faible pour la conduite du Forester. Je choisirais le Forester, certainement pas pour son look, mais parce que son comportement routier m'inspire plus. Et l'hiver, c'est un grand plaisir. Et non, c'est bon oui, de souligner, et il neige là en Estrie, là, beaucoup. Là, donc, le rouage intégral. Partout, Germain, je non, dis non, ça. non, mais l'accumulation de neige est particulière là, en Estrie quand même. Ouais. Puis il y a Olivier qui mentionnait que ce n'est pas le système SH All-Wheel Drive sur ce RDX-là, c'est très vrai. Alors, ce n'est pas un rouage intégral aussi performant qu'on a chez Subaru. Bon, excellent. Ouais. On a Marco qui s'apprête à acheter un Ford Explorer Sport Track Adrenaline 2008, véhicule à 218 000 km. On en demande 11 500 $. Est-ce que c'est une bonne affaire ou non, Antoine? Tu sais, le Sport Track, c'est un Ranger, là. Faut s'entendre. Moi, je suis vraiment pas impressionné. Il y a quelqu'un qui me parle de mon éclairage. Attends un peu. J'espère que mercredi, dans 2 semaines, tu vas avoir un meilleur éclairage. Oui. Promis, on va essayer. On va essayer quelque chose. Ça va être... on va essayer quelque chose. Mais si vous voulez avoir quelque chose d'encore mieux... Oh! Hein? Quand même. C'est pas pire, hein? Il y a quand même plusieurs fonctions, là. C'est pas rien, là. Je l'ai pris, l'option. C'est pas pour rien. Avec le plafonnier inclus. OK, réponds à la question. Oui, on va corriger la situation, c'est sûr. Et quelle était ta question? Bon, Explorer Sport Track, c'est un gouffre d'essence épouvantable. C'est un véhicule inutile en ce sens que la on a une petite caisse, là. C'est minuscule. Mais voyez-le comme un Ranger 4 portes à moteur V8. C'est pas plus compliqué que ça. Plus confortable, plus de luxe, avec un look plus ostentatoire, c'est clair. Là. Donc, mais pour payer 11 500 $ pour un véhicule qui a 12 ans, mais je veux dire, pour un véhicule qui a 12 ans et plus de 200 000 km. J'espère juste que vous n'achetez pas ça dans l'optique d'utiliser votre camionnette à des fins pratiques, parce qu'honnêtement, l'espace cargo, c'est décevant. La caisse, c'est tout petit. Je m'en souviens, moi, j'ai essayé ce véhicule-là comme véhicule média, puis ça faisait rien de bien. Même le comportement, ça vacille, ça consomme tout le temps. J'avais vraiment pas été impressionné. Oui, ça a de la puissance. Ça a une belle gueule aussi. C'est 4,6 litres. Là, ça a 292 chevaux, si ma mémoire est bonne. Peut-être qu'il y a une défaillance. Là. Mais, donc, ça a un peu de puissance, mais ça consomme comme vous n'avez pas idée. Fait que moi, je suis pas un fan. Et c'est pour ça que j'imagine que sa condition est encore belle. Alors, si sa condition est encore belle, je ne vous dis pas que c'est un mauvais achat sur le plan de la fiabilité, mais vous voyez qu'un 2011 pour lequel on demande encore 11 000 $, faut qu'il soit en bonne condition. Là. Parce que ça n'a pas une valeur de revente exceptionnelle. Bon. C'est pas particulièrement recherché non plus. Non, voilà. On a Guillaume qui possède déjà une Honda CRX 1990 avec volant à droite, magasine pour une Mazda RX-7 et il se demande à quoi il doit s'attendre comme fiabilité, à quoi il doit s'attendre comme problème. On s'entend, il a déjà une vieille voiture, donc la base, il la connaît. Est-ce que ça va être plus capricieux, par exemple, qu'une 90? Qu'une CRX 90. Ben c'est clair. C'est clair. Là. C'est une mécanique plus pointue. Oui. Puis, tu sais, le problème. Et tous les mécaniciens n'acceptent pas de toucher à ça. Ben non, mais je veux dire, il y en a des spécialistes. Là. Puis, je pense à Darwin Performance qui sont dans la région de Terrebonne, qui sont spécialisés dans ces voitures-là. Allez les voir si vous avez des questions.
Eux autres, ils les connaissent par cœur. Ça, c'est bien. Mais quand vous achetez une RX-7 comme ça, il y a deux choses qu'il faut que vous disiez. D'abord, c'est une mécanique pointue. Donc, ça prend des experts pour jouer dedans. Ça prend des gens qui connaissent ce qu'ils font. C'est une voiture qui est peut-être plus fragile parce qu'au niveau carrosserie, c'est quand même des voitures qui sont assez fragiles. Suspension, bon. Mais surtout, qui l'a conduit avant? Voilà. Une RX-7, il n'y a personne qui achète ça pour aller faire l'épicerie puis se promener comme avec un Dodge Journey, là. Donc, comment ça a été conduit? Puis moi, c'est ma plus grosse inquiétude. Et si vous avez des problèmes de moteur, parce qu'un rotatif, ça peut être quand même assez fragile aussi, moteur rotatif, biturbo compresseur, si ça a été savaté, comme on dit en bon français, ben vous n'avez aucune idée à quoi vous attendre. Fait que, à moins d'acheter une RX-7 qui a été gardée dans la Watt, et celles-là, elles valent leur pesant d'or et elles sont très rares, ben c'est un gros risque au cours de s'acheter une RX-7. Je trouve ça drôle parce que le plafonnier, il fait quand même la job. Ben, il fait tellement noir. Parce que toi, on ne te voit plus. Oui, il fait tellement noir que rendu là, il fait une différence. Oui, c'est ça. Alors, c'est un gros coup de dé. C'est carrément un gros coup de dé, mais je peux vous dire que j'ai déjà conduit de ces RX-7-là. Et là, j'imagine que vous parlez de la dernière génération. C'est des voitures extraordinaires à conduire. Pour un pur agrément de conduite, là, c'est supérieur à une Supra, c'est supérieur à une 300 ZX, à une Dodge Stealth, à une Corvette de l'époque. C'est la voiture la plus tripante à conduire de tous les sportives japonaises du début des années 90 que vous pouvez... Bon, OK, je la mettrais à un niveau comparable à celle de la NSX, si ben vous voilà, voulez. Moi, je placerais la NSX bien avant, là, mais... pas bien avant. Bien pas avant. bien avant. Bien avant. Pas moi. Bien avant. Surtout que la NSX coûte le double Oui, du prix. Oui, je comprends qu'on est ailleurs en termes de dollars, là, mais... Ouais, c'est deux philosophies complètement différentes, mais les deux bagnoles sont impressionnantes. Et Germain, ben avant qu'on ne te voit plus... Oui, Toyota 2000 GT, c'était la réponse. Ouais, voilà. Hein? Toyota 2000 GT qui est une de mes voitures de rêve. Il y en a souvent qui me demandent, c'est quoi ton char de rêve, Antoine? Bon, ça, c'en est une. Mais je m'imagine pas un jour être assis dans la 2000 GT pour faire nos lives parce qu'on ne respecterait pas les règles de distanciation de toute façon. Voilà. Hein? Alors, de retour dans 2 semaines avec des lumières. Je ferai peut-être un petit aparté rapide mercredi prochain si j'en ai la chance lorsque je serai en voyage pour aller essayer le nouveau VUS GV80 de Genesis. Oui. Alors, j'essaierai peut-être de faire un petit coucou à bord du véhicule, même heure, même poste, mais tu n'y seras pas, Germain. Non. Et dans 2 semaines, ben, on se retrouve en direct de mon garage. Et moi, je saute à l'instant dans mon Wrangler Eco-Diesel pour aller conduire le Ram TRX. Oh, hein? Ça va être pas pire. Oui. Bonne soirée. 707 HP. 702. 702 HP. 702. Puis 20 litres au 100. Oui, à peine. Bon. À peine. Salut tout le monde. Bonne Merci soirée. d'avoir été là. Bonne soirée. Il fait noir, là.